Ce mois-ci, nous avons une actualité particulièrement chargée du fait de la JSSI où on ne s'est pas vu donc en mars. Ce qui fait que nous avons 2 mois, les slides sont particulièrement chargés, donc on va sauter un certain nombre de news. Si vous voulez vous arrêter dessus et approfondir, dites-le nous. Alors, comme chaque fois, on commence par la revue des vulnérabilités Microsoft. Donc beaucoup de vulnérabilités ces 2 derniers mois. Je ne vais pas m'étendre sur les vulnérabilités Internet Explorer, il y en avait quand même 39 le mois dernier, ce qui est plutôt pas mal. Celle-là, c'est vulnérabilité au niveau du kernel. Quelques vulnérabilités, la plus intéressante, c'est l'exécution de code lors de traitement de police de caractère. On a aussi une vulnérabilité qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est le single bit des barres de défilement. Donc, dans toute fenêtre, vous avez des petits ascenseurs sur le côté et en bas qui permettent de redimensionner la fenêtre, de déplacer la fenêtre. Et en fait, il y a une vulnérabilité qui date de je ne sais plus combien d'années, une dizaine d'années, dans une fonction qui est censée être obsolète, mais qui existe toujours pour des questions de compatibilité avec les anciennes applications. Et juste en modifiant un seul bit, on est capable de faire une évaluation de privilèges. Vous avez les articles qui détaillent ça. Ainsi aussi, c'est rigolo, c'est un double free sur des curseurs de souris. C'est qu'on crée 2 curseurs de souris, le pointeur d'une souris, on en crée 2. Je crois qu'on les relie, on en efface, on en nettoie un, et le deuxième, il y a une fuite de mémoire qui permet ensuite de réaliser une évaluation de privilèges. Donc des choses pourtant assez simples et qui sortent Ensuite, 2 vulnérabilités donc, qui sont vieilles sur aussi 15 ans et qui sont liées, donc la MS 15.0.11 et 14. Alors je vais commencer par la deuxième. En fait, c'est une vulnérabilité en gros dans une situation de man in the middle qui permet d'envoyer à un client un fichier de group policy mauvais, corrompu. Ce qui fait que le client va basculer dans une policy par défaut qui est celle du système à son installation et qui est très faible. Ce qui permet d'exploiter la première vulnérabilité qui, elle, permet d'usurper un nom de domaine, enfin un domaine sur un réseau, et de faire exécuter un fichier .bat ou .cmd lorsque l'utilisateur va chercher le fichier sur un partage réseau. En fait, je crois que c'est celle-là qui désactive la vérification des signatures de ces fichiers-là. Et après ça, sur un man in the middle, on peut donc s'interfacer et envoyer un fichier, exécuter du code sur un client. Sachant que c'est rarement activé, hein, la signature SMB. C'est rarement activé. Après, c'est une situation qui se trouve, les exemples qui étaient cités dans les articles, c'est du Wi-Fi. Mais bon, un Wi-Fi genre du cybercafé ou choses comme ça, ou McDo. Mais enfin bon, on ne se connecte pas trop à son domaine en direct, sauf par un tunnel à son domaine. Après, sur un site d'entreprise, par contre, là, c'est exploitable. Vulnérabilité comme souvent sur les fichiers Office et une qui permet une fuite d'informations qui permet de contourner ASLR. Vulnérabilité ou évaluation de privilèges. Celle-là qui est rigolote, il y en a une autre à peu près du même style sur les fichiers PNG qui, lorsqu'en fait Windows traite un fichier TIFF et donc la suivante c'est un PNG, il y a une fuite d'informations qui permet donc de contourner ASLR. Pas hyper révolutionnaire. Encore des vulnérabilités Internet Explorer, donc sur le mois de mars, on a eu 12. Vulnérabilité VB-Script. Celle-là est plus rigolote. C'est la fameuse vulnérabilité qui avait été utilisée par Stuxnet en 2010. Donc, pour rappel, Stuxnet, c'était le virus codé par la NSA qui a servi à infecter l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Et cette vulnérabilité permettait d'exécuter du code dès qu'on affichait avec l'explorateur un fichier LNK. Parce qu'en fait, il est possible de demander au fichier d'afficher une icône spécifique. Et lorsque Windows va chercher l'icône, il exécute la fonction load library. Et à partir de ça, il était possible d'exécuter du code. Donc Microsoft a patché partiellement la vulnérabilité, sauf qu'en fait, elle était encore exploitable. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté une whitelist de chemin qu'on a le droit d'utiliser pour loader une icône, sauf que la faiblesse de ça, c'est qu'il y a une longueur limite du chemin de la DLL, et pour loader une icône, on met le chemin du fichier, virgule, un chiffre qui correspond à la position de l'icône dans le fichier. Si on met -1, et qu'on arrive à la longueur de la chaîne maximale et qu'on s'arrête au moins, donc on a juste le moins qui est affiché, Windows le traite en le transformant en entier, le moins, ce qui fait 0.
Et donc ça permet d'exécuter l'entry point de la librairie. C'est dommage. Je crois qu'ils l'ont corrigé en rajoutant un filtre supplémentaire, je ne sais plus lequel, pour justement que ce soit plus exécutable. Voilà. Donc alors ce que disent les chercheurs qui l'ont redécouvert, qui sont de HP, c'est qu'apparemment c'est quand même étonnant que personne ne l'ait redécouvert depuis. Donc, ils supposent que ça a déjà été exploité dans la nature entre-temps. Voilà, donc ça j'en parlais tout à l'heure. La DLL qui permet de décoder les polices de caractères dans Windows, elle a été codée par Adobe. Et donc encore une vulnérabilité à ce niveau-là, qui est bien sûr accessible depuis une page web, parce que quand une page web charge une police de caractère qui vient du site web, c'est cette DLL qui s'occupe de la rendre, d'en faire le rendu. Sur quel navigateur? Pardon? Sur tous? Internet Explorer, après les autres je dirais oui, mais là je peux me prononcer que pour Internet Explorer. Et bien sûr pour des questions de performance c'est décodé en ring 0, donc ça fait exécution de code en ring 0, ce qui est plutôt sympathique. Encore de l'exécution de code et l'ouverture de fichiers Office. Vulnérabilité noyau, mais rien de particulier. Donc voilà, encore une vulnérabilité de fuite d'informations sur le traitement des fichiers PNG. Donc tout seul, ça n'a juste aucun intérêt, mais combiné à une vulnérabilité d'exécution de code, ça permet de contourner la SLR et vraiment exécuter son code. Toutes les vulnérabilités récemment découvertes sur le traitement des images PNG, c'est toujours la même personne qui a développé son fuzzer qui s'appelle American Fuzzy Loop, Miguel Zalewski. Donc c'est assez intéressant. De Google. Oui, et puis un beau bouquin. La MS15025 en soi n'est pas révolutionnaire, par contre ce qui est étonnant c'est que, encore une fois, le correctif fait rebooter certains postes ou serveurs Windows, et ça fait depuis l'été dernier, ça arrive plusieurs fois, et c'est quand même un peu inquiétant de voir qu'il y a quand même de nombreux patchs, au moins 3 ou 4e, qui fait planter les OS lorsqu'on l'applique. Assez rare pour en parler des vulnérabilités sur Exchange, c'est essentiellement des XSS. Sur OWA, qui est le client web, enfin Outlook Web Access, donc le client web de Exchange. La dernière vue n'est pas hyper intéressante en soi, elle permet de faire l'usurpation d'identité et de modifier le contenu d'une réunion. On peut insérer des liens quand même, ça, je pense qu'on peut faire. Oui, on peut insérer des choses dedans. Bon, les suivantes ne sont pas... Si, aussi, la dernière est assez rigolote, c'est une fuite d'information encore, mais sur un format de fichier propre à Microsoft, qui, comme souvent, réinvente ses standards, donc a réinventé le format JPEG, qui s'appelle Windows Media Photo, qu'ils ont appelé JPEG XR, et donc une vulnérabilité à ce niveau-là. Ensuite, un déni de service sur RDP, c'est suffisamment rare pour en parler. Et le dernier correctif, c'est concernant la vulnérabilité Freak, découverte par des Français, dont on parlera tout à l'heure, corrigée donc dans le S-Channel, donc la librairie Microsoft qui gère tout ce qui est chiffrement SSL. Et ça concerne effectivement uniquement les suites cryptographiques RSA Export, et j'en reparlerai tout à l'heure. Comme chaque fois, donc toutes les vulnérabilités citées précédemment sont aussi corrigées dans Windows XP Post-Ready, donc la version pour Point of Sale, pour point de vente, distributeur automatique, etc. Mais toujours sans le communiquer. De toute façon, je pense que dans quelques années, ce sera le même CTOS. Une vulnérabilité 0D publiée par Google qui concerne l'innovation de privilèges local sur WebDAV. Après quelques avis, mise à jour de Flash, ajout du support de SHA-2 dans Windows 7 et 2008. C'est par défaut dans Windows 8 et 2012. Le support de Microsoft Windows XP était payant jusqu'à présent, et peut-être que Microsoft n'a pas fait assez de chiffres, donc ils ont décidé d'augmenter, de faire x2 sur le prix du support des licences. Donc avant c'était 200 $, maintenant on passe à 400 $ par licence par an. On peut aussi imaginer que c'est pour accélérer la migration vers un produit plus récent. C'était prévu. Ouais, c'est moche quand même. Surtout qu'ils l'ont fait aussi. C'est prévu depuis le départ et c'est annoncé par Microsoft. La fin du support de Windows XP normal n'est pas la version post-ready. La version pour les point of sale. En fait, tu as la possibilité pour les entreprises de prendre un support étendu. Tout à fait. Voilà, c'est un support payant, effectivement, et tous les tarifs ont été annoncés dès le départ. Bon, après, par contre, Microsoft a fait quelque chose de pas
mal, c'est qu'ils ont publié un outil, donc suite aux révélations du Golden Ticket. Non, c'est pas la peine de réexpliquer, mais en gros, en compromettant un décès, on peut récupérer les clés secrètes et on peut signer un ticket Kerberos avec une validité de 10 ans et en mettant les droits qu'on veut dedans. Et donc suite à ça, suite à un domaine compromis, on est obligé de reconstruire en gros le domaine. Et pour ça, Microsoft a publié une documentation et un outil qui permet de changer les mots de passe du compte en question. Alors, il faut le changer 2 fois parce qu'une fois que le mot de passe a été changé, le mot de passe précédent reste quand même valable. Mais surtout l'intérêt de cet outil, parce que je l'avais testé pour vérifier, c'est qu'il permet de vérifier que la réplication et la synchro entre tous les décès est bien faite. Parce que quand on reconstruit un domaine, c'est vraiment ça la problématique, c'est de vérifier que tous les décès sont bien synchronisés. La documentation est pas mal parce qu'elle donne la liste des événements que l'on voit dans les événements Windows à vraiment surveiller pour détecter des intrusions, des choses comme ça. Ça, c'est pas mal. Préciser quand même sur le changement du mot de passe du compte KRBTGT, bien que ce soit recommandé effectivement. C'est illusoire de penser que si un domaine a été compromis, le simple double changement de ce mot de passe va empêcher la persistance de l'attaquant. Une fois qu'un attaquant est devenu administrateur d'un domaine Windows, il a vraiment des dizaines, des centaines de moyens d'assurer sa persistance avec des malwares différents, enfin avec plein de choses. Et du coup, effectivement, même Microsoft eux-mêmes conseille effectivement la reconstruction du domaine. Voilà, c'est peut-être une règle d'hygiène de changer le mot de passe du compte. Néanmoins, une fois qu'on est compromis, ça ne suffit pas pour repartir à zéro. Enfin, il y en a apparemment, ils ont essayé de changer le mot de passe et ça s'est pas bien passé. Quoi. Ça s'est mal passé, ouais. Ça posait problème avec tout ce qui est implémentation Kerberos un peu maison et qui ne prend pas forcément bien en compte ce type de changement, notamment certaines versions de Java, presque disait Benjamin. Des implémentations de computers associés, pour ne citer que, qui se reposent sur le Kerberos et qui sont des implémentations un peu particulières, ça peut poser des problèmes. Windows 10 donc, sera disponible à partir de cet été, et si vous avez une version Juarez de Windows, vous pourrez quand même migrer sur Windows 10 avec une licence valide. C'est le début du programme freemium de Microsoft où à terme leurs OS seront quasiment gratuits et les options par contre seront payantes. Avoir un OS sécurisé, c'est payant. Sinon, Microsoft aussi va se débarrasser du nom Internet Explorer, qui est quand même une très très mauvaise image d'après eux. Donc ils sont en train de chercher un nouveau nom pour la dernière fois, on disait que le moteur s'appelle Spartan, non? Ça c'est le nom du moteur du futur navigateur. Dommage parce qu'Internet Explorer c'est assez descriptif. Ça fait très années 90. Sinon sur les vulnérabilités système, OpenSSH, c'est quand même rare d'avoir des vulnérabilités sur OpenSSH. Donc il y en a une qui est, je vois, c'est compliqué à exploiter dans la nature, mais en gros, concernant SSH-FP, c'est une fonctionnalité de SSH qui permet de mettre la signature, l'empreinte d'une clé SSH dans un enregistrement DNS qui s'appelle SSH-FP, donc de faire une requête DNS pour récupérer l'empreinte et vérifier que la clé qui vous est proposée par un serveur est la bonne. Il est possible de désactiver donc, cette fonctionnalité et après faire de l'usurpation d'identité et de l'exécution de code. Alors dans certains cas très spécifiques de Kerberos, je crois que c'est lorsqu'on s'authentifie, il y a un fichier qui liste les utilisateurs et des commandes exécutables à la connexion, ça fait à peu près équivalent à un sudo. Les commandes autorisées par l'utilisateur et qui permettent l'exécution de code sur un site. Pas mal de vulnérabilités sur Flash, surtout exploitées dans la nature, dans plusieurs kits d'exploitation de vulnérabilité. Dans la diffusion sur Facebook, une fausse vidéo porno avec un faux lecteur en Flash qui a infecté plus de 110 000 membres en exploitant une vulnérabilité Flash. Une vulnérabilité Samba aussi qui permet l'exécution de code à distance avant authentification. Superfiche aussi, alors ça on en a beaucoup parlé. Alors c'est pas une vulnérabilité parce qu'il y a un site web, un nom mais il n'y a pas de logo. C'est pas une vulnérabilité. En gros, Lenovo, pour injecter de la publicité dans les navigateurs des portables qu'il vend. Portable grand public. Portable grand public, ouais. Non, on l'a trouvé sur. Mais pas acheté sur. Acheté par une entreprise. D'accord. Donc, sur ces portables, pour injecter de la publicité dans le navigateur, ajoute une autorité de certification maison, auto-signée, avec un service qui tourne en arrière-plan, et le service auto-signe,
enfin vraiment du deuxième DGSSL, auto-signe des certificats pour les sites que vous allez voir, qui sont reconnus par cet AC auto-signé. Sauf que pour auto-signer, il faut qu'il y ait la clé. Donc en mémoire, vous avez la clé privée qui correspond à cet AC, qui est disponible sur tous les, enfin, un certain nombre de PC nouveaux. Donc la clé était... Le problème, c'est qu'elle n'est pas générée localement, elle est envoyée elle est avec commune, le elle est logiciel. commune à tous les PC, c'est la même. Donc elle est super bien protégée parce que déjà elle était écrite à l'envers, très compliqué à retrouver en mémoire. Et ensuite elle était protégée par un mot de passe qui était Comodia, qui était le nom de l'entreprise qui développe cet outil-là. Alors c'est assez moche parce que en plus l'application est très mal faite, donc quand elle va voir un site en HTTPS, ne vérifie pas que le certificat est révoqué ou pas, ou qu'il est périmé, ce qui fait que pour exploiter l'autorité de certification locale, on n'a même pas besoin de voler la clé pour signer des choses, il suffit de faire n'importe quel certificat auto-signé, c'est pris en compte par l'autorité de certification qui le remplace par son propre certificat auto-signé, et c'est considéré comme validé. Donc voilà. Et le problème, c'est que même le certificat de pinning à la Google qui est implémenté sur Chrome ne protège pas parce que l'AC est dans les AC locales et Chrome ne fait pas de certificat de pinning sur les AC locales. Le certificat de pinning, c'est-à-dire qu'en fait, Chrome vérifie que certains sites ne peuvent être signés que par certaines AC spécifiques, sinon il remonte une alerte. Et cette fonctionnalité va être implémentée ou a déjà été implémentée en Firefox. De quoi, le ping? Le certificat de pinning. Ouais, ils utilisent la même liste par ailleurs. Ah, ça, c'est une vraie vulnérabilité. Il y a un site, un nom et un logo. Qui est pas très beau, hein. Qui est moche, mais au moins il y a un logo. C'est sur les bêtes de stockage Seagate. Il y a énormément de vulnérabilités sur tous les middleware qu'ils ont utilisés pour construire leur offre, avec l'injection de code PHP, l'exécution de code en manipulant la variable language et plein de choses comme ça. Et ce qui est très très moche, c'est que l'authentification est laissée, enfin le paramètre qui valide qu'un utilisateur est authentifié est laissé à la main du client et chiffré en XOR, en XOR, par une clé qui est commune à tous les NAS. Génial. Toi, tu parlais de code source et d'applications mal développées, voilà un exemple. Et donc sur le site Shodan, il y a un peu plus de 2500 NAS de ce type-là qui sont référencés. Soit ils ont tous été mis à jour, soit ils ont tous été paumés. Ouais, pour continuer, donc il y a une vulnérabilité qui a été découverte dans le logiciel qui permet de faire du SSE sur les firewalls Fortinet. Donc c'est ce qui permet en fait d'ouvrir un flux pour une personne après qu'elle se soit authentifiée. Donc bon, comme vous voyez, j'ai mis un extrait du POC parce qu'il me paraissait excessivement simple. Donc ça suffit à faire cracher le service. Donc quand même plutôt embêtant. Avec l'exécution de code ou pas? C'est pas prouvé. Le crash est avéré, l'exécution de code ne l'est pas. Voilà, sinon après je sais pas sur les... Chez Netgear, plus de contrôle à distance, parce qu'en fait le système d'administration se fait avec du SOAP et authentifié théoriquement, sauf que si on met un champ vide dans le premier champ SOAP, ça passe. Et on peut se faire passer pour l'administrateur. Et donc administrer le routeur. Et de la même manière, quelqu'un qui a fait de l'ingénierie à reculons sur l'algorithme WPS, donc qui permet de se connecter facilement au Wi-Fi de la plupart des routeurs Wi-Fi grand public de Belgique. Quelques vulnérabilités Xen. Alors la première, j'ai à peu près compris comment elle fonctionnait, mais pas non plus totalement. En gros, à partir d'une VM et driver graphique, il est possible de récupérer l'affichage de la console de l'hyperviseur. Ça peut être intéressant. Les analyses des vulnérabilités sont vraiment très très intéressantes et bien faites, donc ça je vous les recommande. Et après sur du Xen, j'ajoute sur du Xen, il y a un article assez intéressant pour contourner SMEP et SMAP qui sont les fonctionnalités sur les CPU x86 qui permettent d'empêcher l'exécution et la lecture-écriture de certaines zones mémoire. Et donc en fait, sur Xen, il est possible de contourner ces restrictions. J'ai pas eu de correctif par contre. Donc c'est une fonctionnalité. Apple, donc on a toujours dit qu'il n'y avait pas de virus sur les Mac, et c'est vrai. Mais par contre, il y a eu des antivirus sur l'Apple Store. Donc Apple a considéré que la présence d'antivirus est l'Arcadivirus, donc a interdit a supprimé tous les antivirus de son Apple Store, ce qui fait donc qu'il n'y a plus de virus. S'il n'y a plus d'antivirus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus. Après, pour être totalement franc, c'était un peu de l'arnaque aussi. Parce que le nombre de signatures qui étaient utilisées par ces antivirus, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Toutes les applications sont sandboxées. De toute façon, il n'y a pas de virus sur... Il n'y a pas de virus. Hein.
Vous avez tous les détails de la vulnérabilité Pengu qui a été utilisée pour le jailbreak de l'iOS 8. Les slides sont plutôt faciles à lire et plutôt compréhensibles. Ainsi, iTunes, encore une fois, le code applicatif, qui embarque quand même des librairies, enfin sur Windows uniquement, des librairies qui ont, alors il y en a une qui a 8 ans, je crois, une qui date de 2007, et deux autres qui datent de 2014, avec donc une vingtaine de failles à chaque fois, et pas corrigées. On voit les débuts de la fraude aussi sur Apple Pay, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a du laxisme sur la vérification du numéro de carte bleue, donc il y a des gens qui ont volé des numéros de carte bleue, qui les ont utilisés sur Apple Pay, ça marche. Et de la même manière, c'est une vulnérabilité sur le navigateur d'Apple, donc Safari, que ce soit la version iOS, Windows et OS 10. On pouvait accéder de manière illégitime aux cookies, c'est-à-dire en cross-domaine. Donc si un utilisateur naviguait sur un site, on pouvait voler les cookies d'un autre site. Voilà, tout simplement. Donc c'était un peu embêtant et ça vient d'être patché. Oui, c'est très embêtant. L'exécution de code sur Android, la possibilité d'effacer n'importe quelle vidéo de YouTube. En fait, il n'y avait pas de vérification, il suffisait de passer un token de session et l'ID de la vidéo et on pouvait effacer une vidéo comme ça. Quand on sait qu'il y a pas mal de gens qui sont rémunérés grâce à YouTube, ça peut susciter l'intérêt. Juste 5 000 € quand même pour le chercheur, je trouve que c'est pas beaucoup. Ces généreux chercheurs de Project Zero chez Google donc laissaient avant 90 jours à tout éditeur avant la divulgation d'une vulnérabilité quand ils en avaient trouvé une. Et ils ont rajouté 14 jours à leur période de grâce, c'est très très généreux de leur part. Je pense que c'est principalement par rapport à tout ce qui s'est passé cet hiver avec Microsoft, où ils ont divulgué pas mal de vulnérabilités et de 0 day sur Windows, avant que Microsoft ait le temps de les corriger. Ça laisse 2 semaines en plus. Je sais pas si ça va changer grand chose. Google Chrome ne supportera plus SHA-1 et c'est déjà, alors je crois qu'ils l'ont changé, ça devait être implémenté dans Chrome 41, je crois que ça a été déplacé en 42. Jusqu'en 2016, donc vous aurez juste une alerte vous disant que voilà, ça utilise SHA-1 pour les condensats et que c'est plus sûr. Et à partir de 2017, ça lèvera carrément une erreur et ça bloquera le certificat et donc le site. C'est valable pour n'importe quel niveau dans la hiérarchie du NAC, c'est-à-dire que potentiellement c'est pas juste régénérer le certificat de son site web, et c'est toute la chaîne, y compris la hiérarchie. Oui. Il y a déjà un warning aujourd'hui. Oui, il y a déjà un warning, mais tout le monde s'en fout, les gens cliquent. La vulnérabilité flic. Alors, il n'y a pas de logo, il n'y a pas vraiment de site, mais je ne l'ai pas dit parce que c'est français. Qui est en fait l'exploitation d'une vieille fonctionnalité imposée par le gouvernement américain, je ne sais plus qui en détail, qui imposait tout simplement de ne pas avoir des clés RSA de plus de 512 bits. Et en fait, il était possible, ça a été corrigé, de forcer la négo et de demander à ce que justement on passe sur une clé de 512 bits qui potentiellement est factorisable, donc il était possible sur une transaction en man in the middle de demander à ce que ce soit une clé de 512 bits qui soit utilisée de clé RSA, de la factoriser et après d'écouter les échanges. OpenSSL, je ne les ai pas listés, mais il y en a quand même eu 13 CVE qui ont été publiés entre février et mars, dont beaucoup de dénis de service, majoritairement du déni de service. Est-ce qu'on sait ce que deviennent les forks d'OpenSSL, LibreSSL et autres? Parce que je ne sais pas si LibreSSL est toujours développé, des nouvelles versions qui sortent régulièrement avec des changements. Est-ce que c'est utilisé? Ah si, c'est. Parce qu'il y a des gens qui ont migré. Je vois pas de portabilité par contre. OpenBSD, je crois, l'utilise par défaut, non? Ouais, ils l'ont passé par défaut dans l'intervention à la 5.5 là, qui va sortir ou qui est sorti. Et par contre, ils n'ont toujours pas prévu, il me semble, de faire de portabilité sur les autres systèmes, donc on leur envoie pas les sous. Petite parenthèse sur l'équipe de Kartik, justement qui est à l'IDRIA, donc dans ce bâtiment même, viendra faire une présentation le mois prochain ou en juin à l'OCIR sur justement toute la méthodologie liée à SSL qu'il va utiliser avec son équipe pour découvrir à la fois Frick et également d'autres vulnérabilités. Oui, ça n'a pas été précisé, on l'a précisé la dernière fois, la dernière réunion de l'OCIR. Cette équipe a trouvé beaucoup de vulnérabilités sur OpenSSL ces derniers mois, qu'on a présenté à chaque fois. Donc ils vont représenter leur méthodologie. Ah oui, Rohammer, ça m'a vraiment fait. J'ai adoré ça, donc c'est une faille matérielle en quelque sorte. Donc il y a des chercheurs du projet
Google Project Zero, qui ont découvert qu'en faisant, enfin, ils n'ont pas vraiment découvert en fait. En relisant, je me suis rendu compte qu'ils avaient lu un papier qui a été publié l'an dernier sur la fiabilité de la mémoire RAM. Ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on fait des accès répétés et à haute vitesse à certaines zones mémoire, on arrive à faire changer la valeur des zones mémoire adjacentes. Donc évidemment, ça peut être exploité par un utilisateur pour devenir administrateur. Enfin voilà, c'est pas forcément trivial, mais ils ont réussi à le faire. Le problème, c'est comment on patch, parce qu'évidemment, c'est pas une faille logicielle. Donc le seul moyen, enfin dans le papier qu'ils ont publié sur leur blog, c'est assez intéressant, ils expliquent comment on pourrait faire. On peut essayer de faire un refresh de la mémoire, mais du coup ça bouffe un peu les performances. Et sinon ce serait de faire une mise à jour du BIOS en fait, mais pour ça il faudrait déjà que tous les constructeurs soient au courant et qu'ils sortent des BIOS et que les gens installent les BIOS. Enfin, c'est pas gagné pour les architectures qui sont concernées, malheureusement c'est sans doute une faille qui va perdurer. Je crois que par contre ça impacte que les mémoires qui ne sont pas ECC, c'est-à-dire qui ne font pas de la correction d'erreur. C'est pas toutes les mémoires. C'est pas toutes les mémoires. Il y a aussi C'est une liste sur les mémoires du pauvre. Ouais, voilà, ils ont testé sur je sais pas, sur une dizaine de laptops, une vingtaine de laptops, c'est marqué sur leur blog. Il y en a quand même une 30 à 50% qui étaient vulnérables. Alors bien avant, je ne saurais pas dire à quelle époque, mais je crois que dans les années 90-2000, il y avait déjà eu des constats et des premières analyses sur ce type de vulnérabilité, d'effets, mais sans vraiment aller plus loin. Il semblerait que ce soit lié en fait tout simplement à la miniaturisation de la mémoire, et du coup, quand on rapproche les composants de plus en plus, une action sur l'un peut entraîner là-dessus. Il y a des petites fuites au niveau des condensateurs, ce qui fait que ça peut influencer ceux d'à côté. Vulnérabilité dans les lecteurs Blu-ray, c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue professionnel. Je trouve ça assez drôle de dire qu'il y a des gens qui avaient cherché à compromettre un lecteur Blu-ray en faisant un Blu-ray piégé. C'était rigolo. Plus sérieusement dans Jenkins, donc ça c'est un serveur d'intégration continue pour les développements applicatifs, donc ça c'est quand même très utilisé en entreprise, il y a pas mal de vulnérabilités, donc c'est intéressant de patcher. Et j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on peut obtenir en ayant piraté un lecteur Blu-ray? De faire éjecter le disque quand on regarde. Je sais pas, peut-être que maintenant ils sont en réseau, donc tu peux pirater le reste de la maison. Du code dans le firmware du lecteur Blu-ray, peut-être. Du robot. Et rester persistant. C'est quoi? C'est pour voir ce que les gens regardent? J'ai pas compris d'intérêt. C'est pour infiltrer leur maison. Après ils activent la caméra sur la télévision. Mais... Ah oui, ça c'est C'est surtout que si tu as d'autres fonctions que le lecteur Blu-ray, avec Bluetooth, avec de la connectivité écoutée, etc., tu peux t'en servir dans le robot. Bon, après il faut envoyer un Blu-ray par la poste. Enfin, faut que la personne mette le Blu-ray dans le lecteur. C'est pas trivial. Console, il y a du Blu-ray. Je pense que tu peux facilement, beaucoup plus facilement de la faille, mais risque. faire ça. Quand tu vois le nombre de clés USB que tu peux laisser traîner avec des saletés dedans, le nombre de gens qui les branchent, un Blu-ray, personne ne se posera la question. Surtout si tu vas. Il n'y a plus de lecteur de Blu-ray, en tout cas sur les ordinateurs, c'est fini. Reste toujours PS3. Si, sur les gros ordinateurs. Ils sont pas vraiment portables. Le dernier, c'est encore sur la sécurité des routeurs SOHO. Bon, bien sûr, c'est toujours une catastrophe. En fait, toute la liste que vous voyez là partage en fait le même firmware du même constructeur, avec un certain nombre de vulnérabilités, dont un compte commun, un compte root, dont le login est super et le mot de passe super. Ça, c'est un problème que pointait Aurélien Francillon avec son projet en fait de paquets automatisés de firmware. Il disait plein de systèmes qui n'ont souvent aucun rapport. Et c'est derrière le même firmware constructeur qui est fourni et qui est utilisé partout, et donc en réalité, tout le reste passe à la trappe. Il avait notamment réussi à identifier des failles XSS qui étaient présentes dans le firmware d'un routeur et d'une webcam. Alors c'est deux marques différentes, c'est pas le même appareil, et pourtant il avait repris le même bout de code. Et c'est le même code chinois. Ouais. JP Morgan qui se fait voler 76 millions de données de foyer, surtout le numéro de sécurité sociale. Encore du piratage WordPress à cause des plugins WordPress. Et le dernier me fait rigoler, c'est de la publicité, un article qui présente des chercheurs qui arrivent à, de la DARPA, qui arrivent à désarmer les freins d'une voiture. Anthem, donc un assureur américain qui lui aussi s'est volé un sacré bon nombre de numéros de sécurité sociale. Casino piraté également, alors il paraît que c'est iranien. En lisant l'article, je n'ai pas vraiment compris pourquoi.
Par qu'ils avaient exfiltré 1 teraoctet d'informations, je ne sais pas ce qu'ils ont comme connexion. Ça, c'est comme ça. Avec un transpalette. La suivante est vraiment rigolote. Oui. C'est un détenu anglais de 28 ans qui s'était fait arrêter pour escroquerie. Oui, il faisait du social engineering notamment. Avec son téléphone portable en prison, a acheté un nom de domaine qui ressemblait beaucoup à celui de l'administration pénitentiaire. En fait, il a remplacé les points par des tirets, a rédigé un mail lui demandant à l'administration pénitentiaire de le libérer. Et donc, il a été libéré grâce à ça. Mais il s'est Il rendu. s'est rendu, au bout de 3 jours, il s'est rendu finalement. Et c'est beau. Non, c'est. Bon, après, la Russie qui Il attaque mérite de les- sortir, le mec, en faux fax de Il mérite de sortir, l'administration ouais. pénitentiaire. Faux mail. Depuis la prison. Tiens, un truc aussi amusant, c'est un nouveau canal auxiliaire pour récupérer des informations sur l'ordinateur, c'est d'utiliser la chaleur. C'est qui l'avait posté. Non, c'est moi qui l'ai aussi. C'est toi Ouais. Non. Le débit est vraiment ridicule, mais ça marche. C'est Ali Chamir qui a fait ça, le gamin. Oui, c'est toujours lui et son équipe. Ils l'avaient fait par le son, ils l'ont fait par, Par le toucher. par le laser, Ouais. par le toucher. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien. Imposition des mains. Malware. Ouais, le deuxième, je le trouvais assez intéressant parce que je sais que c'est utilisé aussi dans quelques banques françaises. Parfois, on a des scripts de tracking en JavaScript pour savoir ce que font les utilisateurs sur le site, pour avoir des statistiques. Et si on combine ça avec des mauvaises pratiques, là c'était le cas en Finlande, en fait on se rendait compte ils se sont rendus compte que dans l'URL qui était transmise donc au logiciel de tracking, dans cette URL on avait un condensat SHA-1 du numéro de compte. Donc effectivement c'était assez facile pour cette société de récupérer l'ensemble des numéros de compte des personnes. Donc c'est toujours assez dangereux d'inclure des scripts externes comme ça qui partent sur internet quand on ne maîtrise pas forcément ce qu'on met dans son URL. Ce qui est souvent le cas. Pour les derniers, éventuellement, pour ceux qui font de la recherche de malware, souvent dans les IOC qu'on utilise pour détecter des malwares, on utilise les mutex qui souvent sont statiques. Et donc là, des chercheurs ont trouvé un premier malware qui utilisait des mutex dynamiques qui étaient générés à partir du numéro de série du Windows sur lequel c'était installé. Ouais. On va changer d'IOC. Alors ça, c'en est deux que j'ai rajouté récemment. Le premier, je crois que je l'ai publié ce matin sur le blog du CERF de la Société Générale. C'est un malware bancaire classique, mais ce qui était assez intéressant, c'est que pour persister sur le poste, donc il existe des dizaines de méthodes différentes, là il utilisait la même technologie que les Fixit de Microsoft, qui permettent en fait d'altérer un binaire sans avoir à installer vraiment un patch, et donc sans avoir à redémarrer. Et du coup, là, a priori, le malware utilise cette même technique pour se maintenir sur un poste. Avec du détour. Des patchs en mémoire. En fait, oui, il y a une clé de registre qui indique d'un tel binaire, tu charges telle fonction lorsque tu la lances, grosso modo. Et le deuxième aussi qui était assez rigolo, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait fait un petit honeypot sur un serveur VPS qu'il avait chez un hébergeur cloud, et il s'est rendu compte en fait qu'il avait été compromis par un malware qui ensuite revendait des fonctions du calcul sur ce serveur. Donc en fait, c'est un hébergeur, mais qui n'a que des serveurs compromis, qui ne possède pas aucun serveur physique en propre. Je trouvais ça assez rigolo comme idée. Ça c'est du vrai cloud. Ouais, ça c'est du vrai cloud. Et ça aussi je l'ai rajouté parce que finalement on n'avait rien dans Internet des objets, ça m'embêtait un peu. Donc j'ai bien regardé dans ma revue d'actu et je me suis rendu compte qu'il y avait un article assez intéressant sur... alors j'ai appelé ça des dispositifs d'auto-administration de calmant. C'est dans les hôpitaux les appareils qui permettent aux patients directement de s'injecter des doses de morphine par exemple. Donc on peut normalement régler des doses minimum et des doses maximum. Et là il y a quelqu'un qui était hospitalisé, qui est par ailleurs chercheur en sécu, qui s'est rendu compte qu'en fait on pouvait modifier les plafonds sur le modèle que lui il avait. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait s'injecter plus que ce qu'il devait. Et par ailleurs il y a d'autres personnes qui se sont rendues compte, et là c'est même encore un peu plus grave, que certaines de ces pompes sont connectées au réseau évidemment, et disposent d'une interface web qui permettait de modifier les plafonds, mais également la valeur qui était administrée. Donc là on n'est même plus sur augmenter un plafond, c'est-à-dire qu'il faut en plus une erreur humaine ou une malveillance. Tandis que si on modifie directement la valeur, on peut clairement tuer quelqu'un. Encore des documents sur la suite de Snowden, là concernant l'espionnage de communication en Polynésie. On a fait nos essais nucléaires. Equation Group, donc apparemment ce serait le groupe ultime d'élite de développeurs, hackers de la NSA qui aurait été trouvé et qui travaillerait depuis les années 90 sur le développement de code offensif.
donc qui serait à l'origine des codes offensifs les plus évolués développés par la NSA, et tout ce qui a été vu récemment, donc Stuxnet, Regin, tout ça, ce serait juste des miettes laissées aux autres. Donc qui serait à l'origine de backdoors de disques durs, capable de créer des partitions fantômes sur les disques, capable de résister aux mises à jour de firmware, en se copiant dans une autre zone mémorielle en revenant, avec plein de fonctionnalités dont aussi celle de s'autodétruire en cas d'inforensique. Donc ça a été découvert par Kaspersky et Symantec, je crois, qui sont encore en train d'étudier la chose et qui sont quand même particulièrement dépassés par le niveau de compétence des gars. Donc ce serait vraiment le groupe le plus évolué de développeurs de la NSA. On parle de la NSA, je vais sauter la première, j'y reviendrai. Nous aussi, on a nos experts qui ont développé Babar et Émile Beny, et donc apparemment le dernier implant de la DGSE s'appellera Casper, enfin, c'est le nom trouvé par les chercheurs. Voilà, je trouvais rigolo qu'il ait sa configuration en interne en XML et qu'il exploite une faille flash pour se propager. Et le premier. Tout de suite un peu moins classe que ce que tu disais avant. Au moins ça marche. Déjà ça marche. Et le premier, c'est un reportage qui est passé sur Canal+, sur les barbouzes 2.0 pour faire peur à la ménagère de moins de 50 ans. Et en fait, c'était un peu vide. Ce qui parlait en gros, il y avait un expert en lockpicking qui arrivait à rentrer dans une chambre d'hôtel et qui arrivait à ouvrir un coffre-fort en perçant la personne. Discret. Moi j'ai trouvé un truc malin, il y a un truc malin, c'est qu'il mettait du scotch pour récupérer la limaille, alors qu'en fait, tu as n'importe quel black hat, on voit des démonstrations de choses comme ça, il suffit de lire la doc des coffres-forts, et la plupart du temps il y a le code par défaut qui est dans la doc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a aussi les INSI catchers avec le gars donc, qui va dans un bar et qui intercepte les SMS des gens et envoie des SMS sur ses voisins dans le bar. Des experts en dépoussiérage qui venaient repérer un implant posé par leur patron. J'ai pas vu qu'ils avaient intérêt à le trouver. le mec qui faisait la démo d'INSI Catcher, c'était un français? Ouais. Oui. Donc ce que le mec disait, c'est voilà, normalement j'ai pas le droit d'avoir ça, l'État en a, c'est totalement illégal, je l'ai bidouillé moi-même. Mais les plans c'était qui? Les plans ont été diffusés à la CCC depuis, les plans ont été diffusés à la CCC depuis des années. Voilà, ils ont parlé aussi de l'affaire EDF contre Greenpeace. Et le seul truc intéressant, c'est qu'ils ont parlé de la sous-division K de la DGSE. Et c'est le seul truc que je trouve intéressant, dont on parle pas d'habitude. Voilà, mais sinon tout le reste. Et alors, c'est quoi la sous-division K? Tu connais pas? C'est celle qui a le permis de tuer. C'est ça. C'est K pour kill. Le permis d'implanter. Ensuite, DDoS. Ça, on en a beaucoup parlé. C'était à la fin du mois dernier. GitHub a subi un DDoS juste gigantesque qui venait de Chine. Et c'est plutôt ingénieux. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de neutralité du net. Mais des hackers au gouvernement, on ne sait pas, je pense qu'on ne saura jamais. J'ai fait un petit schéma pour expliquer. On fait un truc plutôt ingénieux qui consistait à intercepter les réponses du moteur de recherche Baidu, qui est le Google chinois, et à remplacer un JavaScript de suivi ou de slat de Baidu par un JavaScript qui allait faire des requêtes sur GitHub. C'est l'équivalent d'un Google Analytics. Ouais. Et donc, de ce fait, les utilisateurs légitimes chinois allaient sur Baidu et récupéraient un JavaScript qui faisait des requêtes sur GitHub et donc faisait un DDoS sur le site de GitHub. Parce que GitHub avait hébergé 2 applications pour la liberté de la presse, je crois. Il y avait une traduction d'un journal et un autre élément. Il y a 2 choses qui peuvent pas au gouvernement. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour faire ça à grande échelle, il faut avoir un positionnement vraiment très spécial au niveau de l'infrastructure. Donc la tendance est de penser que c'est fait directement par le gouvernement au niveau de leur infrastructure de filtrage qu'ils appellent le grand firewall chinois. Voilà. Sachant qu'en plus, ça n'est effectif que sur de l'HTTP, donc sur du non chiffré, parce que sur le HTTPS, là clairement, ils n'auraient rien pu faire. Et le DDoS par ailleurs, lui, était classique après. Le DDoS, c'est plein de requêtes web vers, en plus, les URL des 2 applications hébergées par GitHub. C'était signé quoi. Était celle qui prenait la liberté de la presse. Je sais plus ce que faisaient les applications. Ils sont montés, là le JS il a infecté combien de navigateurs pour faire ça? Alors le problème c'est que GitHub a très peu communiqué. Juste dit voilà on est sous attaque, on est en train de faire des trucs, c'est bon c'est réglé. Mais il y a très peu de détails sur les contre-mesures mises en place et sur les débits reçus. Sachant que ça n'a pas trop affecté le fonctionnement de GitHub. Ça va continuer à fonctionner à peu près. Ouais, parce que GitHub propose sur un de ses sites un état de son réseau
Et quand on regarde leur graphe, moi j'ai vu quasiment aucun effet de cette fameuse attaque. Pas d'augmentation de la latence, ni de la charge. Sinon, les États-Unis qui ont reconnu que c'est bien eux qui ont dédossé la Corée du Nord en décembre suite à la compromission de Sony, parce qu'en fait, ça a servi juste à rien. Ça devait pas être bien compliqué non plus. C'est leur liaison. Il y avait 4 postes. Ça va vite. C'est encore plus Qui l'accès. servait à faire de YouPorn. Ouais. Sauf qu'en plus, l'accès de la Corée du Nord était relativement ridicule, alors que la Chine, j'avais trouvé un site qui cartographiait toutes les firmes qui partaient de la Chine, et il y a une firme par exemple qui passe au niveau du cercle, enfin au-dessus de la Russie, qui fait 60 terrains, donc qui revient vers l'Europe, donc c'est pas la même chose. Mais de toute façon, ça passe par la Chine. Les connexions Oui, de la ça passe Corée par la du Chine. Nord, elles passent par la Chine. Oui. Non mais c'est pour ça, je veux dire, une attribution à la Ils ont le Corée du satellite Nord, aussi. il n'y a que ceux qui ont envie d'y croire qui y croient. Ça fait parler. Et le plus gros DDoS en 2014, enfin les plus gros entre 300 et 400 gigabits. Constaté. Bon, des données médicales volées. Ah oui, un truc particulièrement moche. Donc un groupe de pirates qui s'appelle Rex Mundi s'est amusé à pirater beaucoup de choses. Donc pizza, Domino's Pizza, Numéricable, Accor, etc. Et aussi un laboratoire d'analyse. À Marseille. Et on menaçait de publier les données si le laboratoire ne payait pas. Le laboratoire n'a pas payé, donc ils ont publié une partie des données et c'est disponible sur Tor. Donc vous avez, là par exemple, c'est une liste. Donc j'ai essayé de sortir au maximum pour qu'on retrouve. C'est une liste de tous les malades. C'est un laboratoire français. Hein. Belge. La bio, c'est belge. Mais les données révélées. Non, c'est c'était pas- celui de Marseille qui s'est fait pirater. Celui de Marseille. Mais c'est des pirates de confiance, dans le sens où... Non mais je m'explique. C'est des pirates de confiance, dans le sens que... Ils sont motivés Il par faut la- que... Non mais si vous êtes capable de faire une appréciation des risques, bon, ce qui n'était sans doute pas le cas ici, eh bien, ils proposent toujours un prix qui demeure raisonnable, et à partir du moment où vous payez ce prix, ils n'ont jamais diffusé des informations, hein, ils expliquent comment ils ont fait. Et donc, franchement, moi je pense que la majorité des gens qui font une appréciation des risques, je ne suis pas choqué que, ok, on a fait des grosses bêtises, on n'a pas fait de sécurité typiquement, on s'est fait honner par ces gens-là, mais finalement, c'est, je veux dire, compare à un bel audit de sécurité, C'est pas cher. Ouais, hein. c'est- C'est pas cher. et donc, franchement, est-ce qu'ils si fournissent le quelqu'un rapport qui aussi fait une appréciation de risque, il devrait payer. Or là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont vraiment pas pris ça au sérieux, ce qu'ils n'ont pas payé. C'est pour ça que les données, elles ont été publiées. Mais tu n'as aucune garantie que les gars ne reviennent pas un an après pour te redemander la Tout même à fait. somme. Tout à fait. Comme des auditeurs. auditeurs. Sauf que, Comme ton commercial. sauf c'est- que ce groupe-là, il l'a jamais fait. Sauf que ce groupe-là, il l'a jamais fait. Pour l'instant. Et donc, aujourd'hui, Rex Mundi, ils se sont trouvés une réputation de pirates fiables. Je dis pas honnête, je Pas dis les fiables. pirates, c'est les criminels. Il n'y a pas les trois de HSC. Tu dis ça parce que tes coordonnées et ton nom n'est pas dans la liste. Ah non, mais c'est pas dans la liste. Mais moi, tu parles de la Il y a pas les laboratoire trois de Marseille. HSC dedans, c'est tout. Mais attends, il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font pas de sécurité que c'est pas dur de trouver des gens à attaquer. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font de la sécurité et qui sont attaqués quand même. C'est ça qui est triste. En Et fait. qui sont attaqués? Bah, qui sont attaqués. Ah non, pas les clients. Ah, qui se font attaquer, oui, mais pas pirater. Pas forcément. Non, mais quand tu regardes les résultats des pentests, même les gens qui font de la sécurité sont vulnérables. C'est ça le problème. C'est ça qui est un peu décourageant. quoi. Oui, mais après que tu as fait un pen test, ils corrigent. Ah, Il n'y avait pas TV5 comme client. Ah, pas du tout. Mais je pense que personne n'a vu comme client. D'ailleurs, tu en parlais justement, le site de rencontre russe Topface, justement, lui, a payé son maître chanteur. on sait combien? Mais ils ont payé combien? J'ai pas trouvé l'info. Ah, toi, t'as pas trouvé l'info? Ah non, c'est des cousins, je sais pas. Le mec a peur. Bon, TV5 Monde, je sais pas si on doit vraiment s'étaler là-dessus. Aujourd'hui, ça a été annoncé, si, on va s'étaler un petit peu. C'est dégueulasse. Vu le nombre de trolls qu'il y a eu sur la liste, on peut stager un petit peu. Là, avant de vous parliez, il y a un article qui est sorti sur je ne sais pas quel canard qui dit que finalement c'est du phishing qui aurait permis de
rencontrer donc 3 journalistes de TV5 Monde il y a quelques mois à c'était un cheval de Troie de phishing. Si jamais, j'appuie sur si c'est l'explication officielle, c'est quand même sortir par le haut, parce que tout le monde peut se faire avoir par des phishing. Au vu de tout ce qui a été exposé et discuté sur la liste, j'émets quand même quelques hypothèses supplémentaires. Ouais. La seule question qu'on peut se poser, c'est vraiment pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt. Parce qu'il n'y a pas assez de pirates pour tout Non, attaquer. oui, je suis assez d'accord avec Arnaud là-dessus. Quand je regarde l'état des lieux, en France, dans le monde entier, des sites web exposés sur Internet, je pense que la présentation précédente c'est relativement pas, c'est étonnant, surtout le contraire, qu'il y ait autant de sociétés qui n'arrivent pas à exister sur Internet. On est surtout là. D'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais ça a été publié sur l'Open Data français, la liste des sites des communes françaises qui ne sont pas à jour, mise à jour de sécurité. Mais il y en a beaucoup. 6000 de mémoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter ou sur la liste, l'article à lire, c'est celui-là qui est vraiment très intéressant et qui fait une analyse en fait de toutes les informations publiques qu'on peut récupérer sur TV5 Monde. Ça va d'informations qu'on a dans les RFP avec toutes les technos utilisées, tout ce qui est accessible depuis Internet, tout ce qui est visible. Non, on prend pas de photos. Mais si, attends, si j'envoie. Non mais c'est filmé. Tout ce qui est visible, mais je peux le censurer. Tout ce qui est visible sur Shodan, et en gros, il y a plein d'éléments qui sont en interne sur le SI, qui sont accessibles depuis Internet. Il y a aussi il y a une interview de journaliste où en fait on voit dans le fond des bouts de papier avec login et mot de passe du compte YouTube, des trucs comme ça. Non, mais ce qui est frappant, c'est que même si a priori, enfin moi j'ai pas connaissance que ce soit un OIV ou quoi que ce soit, mais ils ont été informés par la NSSI que c'était fait au nez. La NSSI leur a dit gentiment plusieurs fois, ils font rien, et le mec il explique, ah oui justement je me disais que j'allais faire appel à un prestataire. Bon, donc quelque part, bon ben voilà, ils ont pris des risques volontairement. Ils ont été prévenus par les autorités qui, donc en plus de ça, ont fait leur travail et n'ont pas pris les mesures derrière. Bah écoutez, voilà, il est arrivé. Ils avaient un pare-feu quasi neuf apparemment. Ils avaient un pare-feu quasi neuf. Et Checkpoint les a aidés à faire un article. Donc on sait où est-ce qu'ils l'ont acheté. À noter qu'ils n'avaient pas de RSSI aussi, qu'ils n'avaient pas de sécurité. Mais est-ce qu'ils avaient un DSI? Vous savez, le mec qui a parlé à la télé, Avec il les est mots de passe directeur arrière, technique. Avec Il est les directeur technique. Il est... Avec le mot de passe YouTube. Ouais. Et puis les plans réseau aussi. Les plans réseau, ouais, c'était surtout ça qui fait Est-ce que vous pouvez rappeler les conséquences c'était quoi les dommages Bah, 3 heures d'écran noir. Non, mais 3 heures de quels écrans? Toutes les Ça, récents. la diffusion mondiale a été La diffusion mondiale de plusieurs TV5 heures. Monde a été Et les coupée. diffusions hertziennes aussi? Tout. T'avais plus de fil d'information, donc derrière ça travaillait tout noir. Et l'autre conséquence dont on n'a pas parlé, c'est ça le plus intéressant, c'est combien de temps pour regagner la confiance dans un réseau qui s'écouterait complètement. Et comment reconstituer un réseau quand tu as été attaqué comme ça. C'est intéressant d'avoir un retour là-dessus sur comment ça s'est passé. Ouais, tout à fait, parce que moi il me semble, on ne veut pas en parler parce que voilà, entre Lucia, etc. Mais moi il me semble quand même que c'est pour des personnes qui sont en dehors de la communauté où l'on est et des politiques, il y en a certains qui. Je sais que pour certains c'est la première prise de conscience. TV5 Monde, bien plus important que du Snowden ou autre chose. Oui, pour toi, il y a un impact d'image beaucoup plus important. Ils auront oublié d'ici 2 mois. Oui. On regarde ce qui s'est passé à Riva. Tu as raison, c'est Gemalto. possible, mais j'ai vu des personnes pour la Ils première oublient. fois qui ne sont pas du tout liées à ça, qui m'ont dit là, effectivement. Mais ça a touché les journalistes parce que c'est d'autres journalistes qui se sont fait avoir. Ça, oui. Et les journalistes étant suffisamment égocentriques, ils ont surmédiatisé parce que c'est eux qui ont été attaqués. Même si c'est, de notre point de vue, pas forcément eux les plus importants. Il y a quand même eu 3 ministres qui se sont déplacés. Ouais. C'est pareil. Non, je vous dis, d'un point de vue de l'État, il y a quelque chose d'un peu nouveau, me semble-t-il. Il y a un truc amusant, c'est que par rapport au mot de passe YouTube qui a été visualisé dans un reportage avec le gars qui a tous ses mots de passe derrière lui accrochés sur un mur, c'est qu'il y a quelques jours, sur un reportage sur France 2, il faisait un reportage sur l'agence France Trésor et ils ont montré à l'écran l'URL d'une application d'une certaine banque centrale européenne qui est censée être le truc le plus secret et ils l'ont publié en plein dans le reportage.
Dans un reportage sur TV5 Monde également, on a vu passer cette semaine l'intégralité du schéma réseau de la chaîne. Pour Gemalto aussi. Là, pour la petite parenthèse, c'est assez marrant, c'est un bel exercice de communication de la part de Gemalto. Parce qu'en gros, ils disent oui, alors les docs publiés, ils parlent du vol de KI, ça c'est en 2G. Par contre, en 3G, vous inquiétez pas, ils n'ont pas du tout parlé de vol de KI. Oui, parce qu'en 3G, le KI s'appelle K, juste dans les standards. Alors après, des documents qui ont été publiés via Snowden font référence à la partie 2G et le GCHQ de l'époque, pour la partie 3G, c'est un projet à part. Voilà. L'autre question qu'on peut évidemment se poser, s'ils ont réussi à pénétrer le réseau suffisamment en amont pour pouvoir voler ces éléments, donc une partie était dans les mails, une autre partie apparemment aurait été faite via une pénétration à l'intérieur du réseau, est-ce qu'ils sont seulement arrêtés à voler quelques secrets cryptographiques ou est-ce qu'ils n'auraient pas laissé quelques petits souvenirs sur place? Une question ouverte. Gemalto, c'est quand même connu qu'il y a beaucoup d'Américains. D'après les documents, ils avaient récupéré des adresses mail, etc. Et puis par d'autres moyens, on va dire, plus directs. Question ouverte. C'est comme le sujet des listes des secrets des cartes SIM qui ont été envoyées dans les fichiers Excel par un mail. C'est un peu gros. Ça, Ah non, mais ça c'est super plausible. Ça, ils ont avoué en fait. Ouais, Ils ça, disent, c'est sûr. on propose un service de transmission sécurisé, mais certains de nos opérateurs clients ne souhaitaient pas. Donc, Justement, c'est une diversion, ça, c'est pour montrer. Il n'y a pas que les opérateurs C'est que qui sont ça. touchés. Après, sur le blog Electrospace, ils disaient que pour eux, c'est plutôt un objectif militaire. Parce que pour un côté beaucoup plus civil, en fait, ils ont moyen d'accéder par différents moyens d'information, puis même des échanges automatiques entre les pays. Là où c'est particulièrement utile de pouvoir avoir un accès en direct à l'information sans besoin de faire d'interception avec un identificateur chez surtout pour un contexte militaire. En gros, dès que quelqu'un passe un coup de fil, il faut pouvoir reconnaître la signature vocale pour pouvoir rapidement envoyer une attaque sur le lieu. Et donc là, ça se joue à quelques minutes près. D'où l'intérêt d'avoir justement les informations pour les déchiffrer rapidement. Ça, c'est une des analystes possibles. Je pense que c'est le seul truc où ils ont un peu pris des risques, Gemalto. C'est dans leur communiqué, ils semblent un peu trop confiants. c'est rassurant. Si tu prends mot par mot, ce qu'ils disent, c'est pas faux. Mais ils sont ils trop jouent sur les mots. confiants. Ils sont trop confiants parce qu'effectivement, il y a tellement de probabilités que. Non, mais ils ont fait une investigation forensique en 5 jours. Ils n'ont rien trouvé. C'est bon. Si, ils ont confirmé tout un tas d'attaques qu'ils ont eues par le passé. Et ils ont dit qu'ils étaient régulièrement attaqués et qu'ils s'en apercevaient. Mais là, tout était bon. Maintenant, ils n'ont pu citer que les attaques qu'ils ont détectées. Tu vas me dire qu'en 5 jours de forensique, ils ont réussi à trouver toutes les backdoors mises en place. Oui, mais ils n'ont pas commencé en les 5 acteurs jours. du Ce que je veux dire, c'est que. Je veux dire, c'est pas des gens qui font de la sécurité depuis 5 jours. C'est là qu'ils n'ont pas détecté. Enfin, ils n'ont détecté pas. Ils ont fait un communiqué de presse en 5 jours, pas une investigation numérique totale complète. J'ai marqué un truc marrant comme ça, je me souviens plus. Après, restaurons la confiance. TrueCrypt, donc la seconde partie de l'audit du code source de TrueCrypt pour la partie cryptographique donc, a été réalisée et le rapport a été publié. Donc pas de grosses inquiétudes. En fait, il y a 4 vulnérabilités qui en fait sont pas. C'est pour ça que j'ai mis une faiblesse parce qu'en fait c'est pas non plus hyper critique. Les cas d'exploitation sont tellement rares et tellement bizarroïdes qu'il n'y a pas vraiment de grosses vulnérabilités, donc pas de backdoor évidente. Ça confirme les 2 audits qui ont été précédemment faits par l'ANSSI, que finalement on peut avoir confiance vis-à-vis du code source de TrueCrypt. Et l'IETF qui interdit RC4. Je vous conseille plutôt de lire le second lien, qui est beaucoup plus compréhensible, parce que rédigé par Dort. Alors, sur la partie pentest, qui s'appelle SQL Inception, c'est assez intéressant. Pour faciliter en fait, les injections SQL, la société Context propose une nouvelle technique qui consiste à faire une requête à la base de données qui demande quelle est la requête en cours. Ce qui permet d'avoir en fait toute la syntaxe SQL et de faciliter et d'optimiser les injections qu'on va pouvoir faire. Donc ça c'est plutôt intéressant, je n'avais jamais vu ce concept ailleurs, je vous invite à le lire. Alors les parties forensiques, je ne sais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis dans Pentest. Surveiller la délégation d'identité, donc ça c'est sur le blog du SANS, c'est toujours très intéressant leurs articles ultra détaillés sur quels sont les événements qui sont déclenchés lorsque quelqu'un tente d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Ensuite, quelques techniques de contournement de l'UAC,
Une petite nouveauté dans Metasploit qui maintenant fait des métaprêteurs stageless, ce qui évite d'avoir à charger plusieurs niveaux, tout est inclus dans un seul, directement dans un seul fichier. Alors ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Alors j'ai pas mis d'image, mais le brute force du code PIN de l'iPhone assisté matériellement, c'est super intéressant. En fait, ils ont fabriqué un petit appareil qui va taper le code, et si le code n'est pas bon, il va en fait couper l'alimentation avant que le compteur soit incrémenté. Ce qui fait qu'on peut bypasser la limite qui est à 10, je crois, par défaut. C'est à 10. Du coup, c'est quand même un peu plus lent que... ça reste pas ultra rapide, mais pour un code à 4 chiffres, ça se fait en quelques jours. 5 jours de mois. Voilà, 5 jours, même avec les 10 codes maximum. C'est compliqué, il faut quand même l'ouvrir et mettre le truc. Je crois que ça se... Oui, il faut soulever. Oui, ça se met dessus, ça émule en gros les doigts. Ah, il n'y a pas besoin de soulever. Non, mais l'écran il était soulevé sur la. Il était soulevé. Si, si, tu Oui, peux non, connecter il un truc à était l'intérieur. soulevé, connecté un truc à C'est ça. l'intérieur. Ok, pour couper l'alimentation, C'est ça. C'est ça. Et le système, ça n'émite pas des doigts physiques, hein, ça réinjecte les données comme c'était les doigts qui passaient dedans. Ouais. Électrique. C'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, identifier les relations de confiance dans un domaine Windows, ça, c'est toujours pratique en pentest, savoir comment énumérer quel domaine, trust lequel. Vous pouvez regarder le détail si ça vous intéresse. C'est chargé. Sur la partie SI industrielle, j'ai mis quelques liens. Le premier, c'est assez intéressant, c'est travail universitaire qui cherchait à modéliser comment fonctionne le protocole S7 de Siemens pour pouvoir détecter des comportements anormaux. Le deuxième, c'est une initiative assez intéressante, ça s'appelle VirtuaPlant. L'idée, c'est d'avoir un simulateur de SI industriel pour ceux qui n'ont pas envie de monter une maquette physique. Donc là, c'est entièrement émulé, c'est du code en Python, mais on a quand même une représentation physique. Donc, par exemple, quand on donne des cours ou justement pour apprendre comment ça marche un SI industriel, c'est assez intéressant. C'est que le début, c'est pas encore très complet. Là, il y a juste un exemple avec une usine qui remplit des bouteilles, mais ça permet d'envoyer des commandes Modbus et de voir l'effet sur l'animation, ce que ça pourrait donner dans une vraie usine. Voilà. Sinon, quelques vulnérabilités dans les IHM Siemens. Donc, il y a régulièrement, malheureusement, des vulnérabilités qui sont détectées dans les produits Siemens. Cette fois-ci, c'est Quarks Lab qui en a trouvé une ou deux, et Positive Technology, donc c'est une société russe, c'est ceux qui font partie de SCADA Strangelove, qui a trouvé l'autre. Et quelques vulnérabilités encore dans des équipements Metasys, des équipements que je ne connaissais pas, avec plus d'1 an pour publier un bulletin d'alerte entre le moment où la personne a annoncé la vulnérabilité qui avait été découverte et la correction. Open source. Si, Nmask, GeoMalloc. GeoMalloc, c'est une librairie qui permet de faire de l'allocation en mode userland, qui est assez obscure. Et donc là, c'est un outil, je crois que c'est en Python, je ne suis pas sûr, mais qui permet en gros de visualiser toutes les structures mémoire de GeoMalloc. C'est utilisé entre autres dans Firefox. Et le Geo, c'est pour Jason Evans. Ah oui, c'est sorti de Linux 4.0. Alors on était à 3.19 précédemment, et Linus Torvald a lancé un fil de discussion sur un forum pour justement décider de passer à 4.0, enfin à une autre version, parce que ça faisait des versions quand même à rallonge. Donc ils sont passés à 4.0. Donc 4.0, c'est pas une version majeure. Il y a quelques changements. Le plus notable que j'ai noté, c'est les correctifs sans reboot. J'ai pas été dans le détail, mais je suppose que ça va être comme le détour de Microsoft qui permet de patcher en mémoire. Je ne sais pas si ça aura le même succès que Microsoft, parce que ça n'a jamais été utilisé quasiment pas dans Windows. Mais bon, en tout cas, c'est disponible maintenant dans Linux. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut détourner ça pour rajouter des backdoors en live. Voilà, parce que le principe, c'est de hooker une librairie ou un processus et de remplacer le début de la fonction par un jump vers son propre code, et ensuite éventuellement de revenir ou pas. Oui, donc voilà, on pourra faire des backdoors sur Linux plus simplement. Quelques petits outils en Python, dont un qui est assez rigolo, c'est que tout RDP de Microsoft a été recodé en Python. Je pense qu'en soi, c'est un exploit. Ouais, puis ça peut également faciliter le développement d'exploits, je pense. Ouais. Et puis il y a aussi un émulateur de CPU en Python, dont ARM, c'est assez rigolo à voir. Pas mal de publications de l'ANSSI cet hiver. Un guide sur le DDoS, qui est plutôt intéressant, sécurisation du SI industriel. Celui de l'administration, il est vachement bien. Moi, j'ai regardé, il va regarder. Celui sur les profils de protection des systèmes industriels, c'est
à voir. Donc il y a des profils de protection qui sont définis, mais quand on voit le niveau de sécurité actuel des appareils, je ne suis pas forcément très confiant sur le fait que dans 5 à 10 ans on arrive à atteindre ce profil. On verra. Sortie d'Emmet 5.2, qui est le durcisseur de noyau Microsoft pour Windows. La version précédente avait été contournée, donc ils ont appris, évolué, sorti la version suivante. Et un point très intéressant que j'ai rajouté dernièrement, c'est pour ça que c'est pas la bonne police. Microsoft va sortir des nano-serveurs. Alors le nom est un peu bizarre, mais en fait c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout ce qui paraissait non nécessaire à un serveur Windows pour faire quelque chose qui n'utilise que 10% de l'espace disque d'un serveur classique. Ils ont réduit de 92% le nombre de correctifs nécessaires par rapport à un 2008 R2 classique. Et du coup ça permettra d'avoir vraiment un socle de fonctionnalités vraiment très limité, ce qui d'un point de vue sécurité est bien, et on oublie le RDP, on oublie les sessions interactives, on n'aura que de l'administration distante avec du PowerShell et ce genre de choses, donc c'est plutôt bien d'un point de vue sécurité. C'est du serveur core, encore plus core. C'est plus core que core. Quelques petites extensions pour WinDBG. Une qui est pas mal quand même, parce que WinDBG c'est plutôt compliqué à utiliser dès qu'on veut taper dans le kernel, on prend plutôt LIDBG, et donc une extension qui permet de voir la mémoire du kernel avec WinDBG. Donc, pour tous les amateurs de WinDBG, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle. C'est dommage. C'est dommage, j'avais fait pour lui. C'est dommage, Viadeo qui utilise Docker. Alors apparemment c'est pour l'instant uniquement pour déployer sur des postes de développeurs, pas encore en prod, mais bon en tout cas ils ont un premier retour de Docker qui est plutôt positif. Docker c'est une espèce de conteneur applicatif qui permet de déployer juste un conteneur sur un serveur avec le middleware par exemple, toute la conf prédéfinie, voilà. Comme Comment sans c'est des mises à Moxie, jour de mais sécurité Myanmar qui s'ouvre au GSM. Non, mais c'est super intéressant parce que en fait là-bas le réseau de communication est plus ou moins contrôlé par l'État et pour pouvoir en fait se faire de l'argent, avoir une carte GSM ça coûtait l'équivalent de 6-7 mois de salaire. Et donc les gens plutôt que d'investir dans des appartements investissaient dans des cartes de GSM. C'était un moyen de générer de l'argent à partir de rien dans le pays. Parce qu'il est loué après Il y a une histoire comme ça, oui. Enfin, c'est un truc complètement parcavantesque. Le temps de la Birmanie, c'est une dictature communiste. Oui, mais après, le gars complètement fou, il a déplacé la capitale du jour au lendemain. Il a fait des billets de genre 60. Oui, c'est là qu'ils ont créé une capitale de rien. C'est ça. Qui d'ailleurs Parce que son utilisé. astrologue avait dit que l'alignement des ondes était là. Je ne plaisante pas, il y a un super reportage. Oui, sur Canal+, dans l'effet papillon. Ils ont fait des billets avec des montants complètement délirants. Tu payes en centaines de milliards. Mais non, mais il y a des billets, c'est du genre 77. Oui, c'est ça, parce que c'est un truc hors d'honneur. C'est comme si on avait des billets de 77 €. 2003. C'est énorme. Google donc, ne fait pas appel de l'amende que la CNIL. C'est normal, c'est tellement pas cher. On voit que c'est normal. Ça risque de changer. C'est un pourcentage du chiffre Ouais, il y aurait potentiellement, avec la communauté Ça, c'est européenne, l'Europe. une Ça, c'est amende. le projet européen. C'est un pourcentage du CA. Donc là, je sais pas, 5 ou 10%. C'est pas grave. Non, c'était 1 et 3. 1 et 3. On fait peut-être en milliards, 5 ou 10 milliards. Non, c'est un pourcentage du CA. Ah oui, donc les petites photos que j'ai trouvées se trouvent dans cet article-là. Bon, l'article en soi est intéressant, mais il y a surtout des photos qui sont génialissimes. C'est magnifique. Pour composer des mèmes à l'infini. Et enfin, il y en a une que tu n'as pas mise. Non, je sais pas, non, j'en ai deux. C'est-à-dire Il y a aussi un amiral. Il y a l'amiral. Je sais pas comment ça s'appelle. Roussière. Ah, elle est magique aussi, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait tout seul? On met. Bah, tu mets le texte que tu veux par rapport à une situation, et voilà. Et ça, c'est rigolo, c'est un article que j'ai trouvé sur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de perquisition la nuit en France. En fait, ça daterait du XVIIIe siècle et il n'y a pas vraiment de raison au final. Bah si, on ne voit pas clair. Si ce qui est écrit là-dedans est vraiment vrai, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison. Pour la paix des ménages. C'est ça. Le code civil français est sur GitHub maintenant, donc vous pouvez voir tous les commits.
Ah si, ça c'est pas mal quand même. Pas mal d'hébergeurs français s'opposent donc à la loi de renseignement. On fait une lettre ouverte au Premier ministre, en gros en menaçant le Premier ministre en disant que si la loi passait, ils allaient s'exiler dans d'autres pays et supprimer des emplois. Je suis pas du tout d'accord. Je peux te dire qu'il y a des tas de nouveaux data centers qui se font vraiment pas en France. Non, ça, Je c'est- doute qu'Online change quoi que ce soit. On va pas changer l'investissement existant, mais je peux te dire qu'ils vont plus rien investir en France. Ça fait aucun doute. D'ailleurs, ils vont perdre confiance dans le gouvernement français, donc c'est peut-être déjà perdu. Il restera le cloud souverain quand même. Le cloud Merci. souverain va Non, rester non, en mais France, quoi. il n'y a pas de problème. Le cloud souverain, il est mondial, donc Orange est planétaire. Donc, Si oui, la Chine qui à présent demande à accéder au code source de toutes les applications bancaires sur son territoire. Ils ont peut-être raison. Puis la Maison Blanche aussi, donc un nouvel executive order, c'était assez rigolo. Du coup, maintenant, étant donné qu'il y a soi-disant trop d'attaques du gouvernement chinois ou d'entités qui sont liées au gouvernement chinois, le gouvernement américain, si ces cas sont avérés, va pouvoir mettre des sanctions sur ces entreprises et friser notamment leurs assets financiers aux États-Unis. Donc ça commence à devenir sérieux, il y a des vrais moyens de représailles, sachant qu'on est toujours flou sur les techniques d'attribution, c'est ça qui fait un peu peur. Comme tu peux jamais savoir qui est derrière le clavier. Bon, la dernière aurait presque pu figurer dans le troll. Bon, en gros, c'est le directeur de la NSA sous George Bush, qui annonce qu'en gros, en Chine, il y aurait 100 000 hackers qui tous les jours attaqueraient les États-Unis. Ça ferait 285 fois l'ANSI en termes effectifs. Je calcule. Non, mais ça veut rien dire. Ça Enfin, dépend l'ANSI n'est comment pas tu censé considères attaquer. un hacker, quoi. Parce que les mecs qui allaient sur Weibo Ouais. qui loadaient du JavaScript, c'est des hackers d'une certaine Ah, façon. mais c'est Ouais, pour mais là, ça ça que je fait dis que plusieurs ça milliards. aurait dû être dans troll. Google qui supprime une AC chinoise aussi, qui fait de Man in the Middle. Et on parlait tout à l'heure de Libre SSL, qui compile pas sur les autres OS que. Ouais. GNU-PG, pareil, qui vit avec les dons, donc a reçu pas mal de sous de la Linux Foundation, de Facebook et de Stripe. Enfin, je pense que c'est Stripe. Ce que je trouve intéressant dans le Blogspot. titre n'est pas tout à fait vrai, parce que l'UPG a toujours vécu sans argent. Il y avait un développeur qui travaillait dessus. Et puis il y a les codes aussi. Donc là, ça va lui permettre vraiment de travailler à plein temps, d'avoir de l'assistance. C'est-à-dire qu'il a demandé des dons, sinon il arrêtait. Voilà, Il c'est est ça, gens- mais ça l'a pas sauvé dans le sens où il n'avait pas d'argent avant. Non, mais il avait déjà dans 25 ou 30 cas licences en France. Et, il avait une famille, sa femme ne travaillait pas, un enfant comme moi. Et il disait, en gros, si j'ai pas de quoi vivre, je vais arrêter de prendre un vrai boulot dans l'industrie pour assurer ma famille. Enfin, L'affaire Silk Road, donc le site de trafic de drogue, d'armes, tout ce que vous voulez, sur Tor, dont l'administrateur s'est fait arrêter. Alors, sauf qu'en fait, apparemment, il y aurait un agent de la DEA et un autre des services secrets qui déjà aurait revendu des informations à cet administrateur et puis aurait piqué $1 million en Bitcoin. Il y a eu un article sur lui par son voisin de colocation, enfin son colocataire, qui dit j'ai vécu avec un parrain de la mafia, de la cybermafia, je ne le savais pas. C'est assez bon et ça explique, il donne son point de vue en tant que colocataire. Ici. Ah. Et autre chose amusante, c'est que suite au procès Anonymous, toutes les informations ont été documentées et publiées, et en particulier les pseudonymes des agents infiltrés qui se faisaient passer pour des membres d'Anonymous. Et j'adore Hungry Hippo, donc le pseudonyme d'un des agents infiltrés du FBI. Alors, conférence passée, donc GSSI
Vous avez les slides ici, les Jazz Days, Insomniac, conférence à venir, celle dont on n'a pas parlé, la STIC. Donc 1er avril est sorti un faux challenge de la STIC. En fait, c'était une image, le résultat de la reverse de l'image donnait ça. Et le vrai challenge est sorti et a été résolu en 2 jours, 3 jours. Donc il y a déjà au moins une dizaine de solutions qui ont été... Presque 14 personnes là, qui l'ont déjà Plus réussi. 14. Presque 14. Et les places seront en vente, ils ont annoncé ça Première hier, vague demain. à partir de demain matin. En première vague, il y aura 3 vagues. Donc demain matin à 10h, le monde de la sécurité français s'arrête. C'est 10h12 et 10h14. On peut prévoir ses pseudos et on peut acheter jusqu'à 7 7 places. places, ouais. Et 14 personnes. avec le téléphone à portée. Et votre téléphone avec le code 3D Secure. Ah oui, ça c'est amusant aussi sur Shodan. Donc le développeur principal de Shodan, l'administrateur, s'amuse à faire des stats des empreintes SSH qui sont les plus communes. Et donc apparemment, il y aurait une clé SSH qui serait utilisée 250 000 fois sur 250 000 équipements accessibles depuis Internet. Je crois que c'est quand même lié à un opérateur espagnol. Les routeurs souris de téléphone qui sont. C'est la clé de la NSA. Et vous avez donc sur GitHub qui est publié aussi le top 1000 des clés SSH les plus utilisées, enfin les empreintes des clés SSH les plus utilisées. Il n'y a pas également un repository avec les clés privées associées? C'est pas toi qui m'en avais parlé, toi. C'est des équipements les plus courants. Tout ça. Bon, Les clés privées par défaut. Ouais, que tu retrouves sur ces équipements. Je le rechercherai, je le retrouve. Bon, après, concours Call to Own, organisé par HP, enfin ZDI de HP, qui permettait de pirater Google Chrome, Internet Explorer 11, Firefox, Adobe Flash, Safari. Et tout a été piraté. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'un jeune Coréen est quand même reparti avec 225 000 $, parce qu'il s'est fait la quasi moitié des challenges et il a tout piraté tout seul. C'est comme Giot qui a un CTF en Corée, est parti participer en Corée tout seul, affronter des équipes de dizaines de personnes et a tout gagné tout seul. Okay. Un Coréen, il peut remercier Vupen. Oui, parce que Vupen n'a pas participé. Mais je crois que c'est lié aussi au fait qu'apparemment maintenant les vulnérabilités sont considérées comme des. sont soumises au droit sur l'export des armes. Oui, mais il pouvait concourir. Il a déclaré qu'il passait leur tour cette année. C'est pas assez cher. En fait, il gagne pas assez. Parce qu'en fait, tu transfères la propriété à ZDI quand tu. Oui. Si je dis pas de bêtises, et du coup, il trouve que c'est pas assez cher payé. Enfin, il leur revend plus cher par d'autres biais. Voilà, et plusieurs fois surtout. Plusieurs fois. Oui, c'est des abonnements. 225 000 $ pour un petit jeune, ça va. Oui. Ouais, après, il a sans doute bossé longtemps là. AppyCrypt, c'est beau. Je sais plus qui m'a envoyé ça. En fait, c'est un système de chiffrement plutôt pour du médical. Donc c'est le cryptage ultime. C'est ce qui est marqué sur leur site. Ce n'est pas craquable, ni par la force, ni avec le temps. C'est vieux, hein. Je veux dire, c'est un vieux problème, ça. Ah ouais, mais c'est moche. Donc voilà, donc la garantie dans le temps indéfiniment, bien sûr. Alors ce qu'ils utilisent, c'est du one-time pad. En gros, c'est une clé, ils font un double XOR avec 2 clés, mais en gros, c'est un chiffrement avec XOR, et normalement, avec une clé qui fait la taille du fichier. Et qui, normalement, quand on fait ça bien, on est censé utiliser la clé une seule fois. C'est une clé jetable, sauf là, pas du tout. La clé est utilisée pendant 1 an. Si la clé fait 20 MB, donc si on a un fichier qui fait plus de 20 MB, ça crée une redondance, donc on peut déchiffrer. L'algo est propriétaire et secret, donc en fait il a été reversé, et donc vous avez le code sur GitHub, et un article associé qui laisse sous-entendre que le système est quand même relativement douteux. Screenshot, tu l'as fait avec ton navigateur? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu recherchais exactement? Des recherches Google, non? Ouais. Je ne sais pas. Je pense. Ah oui, ça c'est une application, l'application Android la plus téléchargée pour faire du chiffrement. Utilise juste XOR, on ne chiffre que les 128 premiers bits de chaque fichier et c'est tout. Elle prenait pas aussi des photos en automatique des gens, il y a une sorte comme ça. Voilà, c'est une catastrophe ce truc. Pardon. Et c'est ce qui est le plus téléchargé. C'est une appli payante. Je sais pas.
je crois. Il y en a plein des vaults, des coffres-forts. Sinon, la DARPA qui se met aussi à développer un nouveau moteur de recherche pour Tor, en tout cas pour le Dark Web, qui s'appellera Memex. C'est vrai ça ou t'as pas vu ça pour le 1er avril C'est tout à fait possible. Il y a marqué que ça date de 2014. Avril 2014. Ah oui, ça va être 2014. Sinon, ah oui aussi, publication de. Alors, un chercheur, je ne sais plus où il les a récupérés, mais a publié une liste de 10 millions de mots de passe, de login et mots de passe associés. Alors, le site n'est plus accessible, mais grâce à archive.org, on peut encore le récupérer. Et on a un lien, un magnet qui permet de récupérer le fichier sur Internet. Et donc, effectivement, il y a bien 10 millions de lignes avec 10 millions de mots de passe. C'est bon, ce fichier est bon? Ce fichier texte. Non, mais vous avez regardé, il est bon, les mots de passe qu'il contient? Il y a des pourris et des solides. Après, il y a, je crois que c'est cet article. Non, mais je veux dire, bon Fait une à analyse utiliser pour des tests. Ah oui, après tu peux l'utiliser pour Est-ce faire qu'il tes est bon propres pour- listes de mots de passe. Ouais, Oui, ouais, bien bien. sûr. Je sais pas. Je crois que c'est de l'UTF-8, donc tu peux le réutiliser tel quel sans difficulté. Ma question, c'est quelle est sa valeur, je veux dire, pour des tests? Est-ce Ah que bah, je moi, je sais qu'il a- continue? moi, ça Un va de plus nourrir que les mes listes de mots précédents. de passe. Je Ok. vais l'utiliser pour nourrir mes propres listes de mots de passe. Ok, d'accord. L'ANSSI, donc chiffre ses offres d'emploi sur son site internet, parce que quand on y va avec IE, ça donne ça. Mais bon, à noter quand même, le site de l'ANSSI a été refait, il est plutôt pas mal. J'adore le fait que quand on descend, l'image rétrécit. Il y a de l'argent. Hein. Et oui, le service d'information du gouvernement poste ses offres d'emploi sur un Google Drive. T'en es à parler des services étatiques. Tu penses parler du nouveau logo de l'Élysée ou Non, j'en ai pas parlé, mais si tu veux en parler. Je vous invite à aller voir le logo officiel de l'Élysée, puis à aller voir le nouveau logo. Et si vous arrivez à trouver quelque chose qui s'en rapproche. Il y a un challenge dedans? Ouais, je pense que je peux ramener un goodies à quelqu'un qui a un peu par le lien. Allez voir, ça fait le buzz sur internet parce que le logo est ressorti forcément en même temps que le crash de l'avion. Ouais, c'est le logo qui ressemble. Ça ressemble à un avion, c'est ça? L'avion qui se crash. Ah oui. Et le community manager de la boîte qui a créé le logo, Ils s'en est moqué. il s'en est moqué, mais il ne savait pas que c'était sa boîte qui a créé le truc. truc. Rappelé, c'était lui qui avait. Enfin, c'était sa boîte. Oui, c'est ça, il y a le mec qui s'en est moqué, il est dans la boîte qui l'a fait. C'est pas mal ça. C'est beau. Bon, c'est juste pour rigoler, mais c'est vrai qu'il y a eu la journée de la femme digitale. Je suis désolé, moi, digital en français, ça me fait penser à autre chose que numérique. Bah, ça veut dire autre chose. Alors, je l'ai posté sur leur Facebook. Ça veut dire leur ça Facebook, veut- c'est relatif au doigt. Hein. sur leur Twitter, je leur ai posté justement le fait que ça voulait pas forcément dire ça. Et elles ont eu plutôt l'humour en répondant qu'effectivement elles le savaient en postant une photo d'un article d'un magazine quelconque où justement c'était indiqué. Donc en fait, c'est un jeu de mots. risque, hein, quand même. Ouais. C'est un peu- Toi, Filmer Par ça, agressif. avoir femme digitale et une image comme ça. T'as vraiment envie de faire des montages. Hein. Je vais avoir du boulot en montage. Ah oui, ça c'est rigolo. Donc, une distribution Linux qui a oublié de renouveler ses certificats. Et donc sur leur site, ils recommandent de changer la date du PC pour pouvoir quand même profiter de leur site. Et sinon, la Killer USB Key, c'est une clé USB qui dispose de petits condensateurs qui, quand on la connecte à un port USB, charge les condensateurs, je crois que ça monte jusqu'à 110 volts, et décharge tout d'un coup dans le PC, et le fait plusieurs fois jusqu'à cramer le PC. Pour bypasser les protections intégrées, parce qu'il y a des protections qu'on les surcharge dans la norme USB, et en fait ils ont moyen aussi de bypasser ces protections. Donc avec les condensateurs, ça grille tout. Pour le certificat SSL, allez voir. Hein. C'est vraiment très très bien. Ça par contre c'est vraiment intéressant. C'est donc la TICOM, la Threat Intelligence Committee, qui est le programme d'espionnage américain des nazis. Et donc ils ont récupéré, il y a eu un programme de récupération de tous les cerveaux de l'époque pour les faire travailler aux États-Unis. Et une partie des documents et des interviews des cerveaux allemands ont été publiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent
pourquoi est-ce que la France aurait perdu la guerre en 1940. Et l'une des principales raisons, ce serait le fait que la crypto française était pétée par les Allemands, et ce qui fait que tous les messages transmis étaient visibles par les Allemands, ce qui permettait de savoir où étaient les troupes, et donc de réagir en conséquence. J'ai mis une photo ici qu'on trouve sur le Crypto Museum, qui est un des équipements qu'utilisait la France à l'époque, qui était une machine suédoise. C'est des substitutions qui ont été rapidement cassées par les Allemands. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit à un moment aussi que les Français, sachant que ça a été cassé, je crois, ont changé le système de chiffrement, mais ont communiqué les clés par l'ancien système. Donc malheureusement, les Allemands les ont récupérés et ont complété la suite. Bon, l'histoire prouvera qu'après, il y aura un petit rattrapage. Oui. Non, mais c'est quand même intéressant de savoir auquel les Français ont contribué. Il faut quand même aller voir l'espionnage américain pour avoir les informations sur notre guerre. Alors, petite parenthèse plutôt historique et assez intéressante, il y a un blog qui s'appelle Christos Military and Intelligence Corner, c'est un historien grec de mémoire qui a beaucoup travaillé sur tous les autres aspects crypto pendant la guerre. On parle toujours d'Enigma et des alliés qui ont cassé la crypto allemande, mais en fait les Allemands et les Italiens ont cassé une grosse partie de la crypto américaine, la crypto anglaise, les Polonais et les Finlandais ont cassé la crypto allemande, enfin tout le monde a cassé après la crypto, tout le monde dans tous les sens. Et c'était assez intéressant de voir que c'est pas juste les Allemands qui étaient mauvais en crypto, en fait tout le monde était mauvais en crypto. C'est juste que les anglo-saxons ont été bien meilleurs en crypto-analyse. Ouais, les nazis avaient cassé donc, le chiffrement anglais et hollandais, qui était la double transposition, ce qui leur a permis de remporter rapidement la victoire. Donc, je vous recommande la lecture au moins. Alors, il y a le premier, c'est un article qui résume en gros les documents, et les documents sont aussi publiés et accessibles. Je vous recommande vraiment la lecture, c'est super intéressant. Bon, le dernier, c'est rigolo, c'est donc après la pelleteuse qui va couper des fibres et après la grand-mère géorgienne qui cherche du cuivre et qui coupe des fibres. On a le scooter brûlé qui brûle l'Andeslam et les fibres associées. Ah oui, ça aussi, Flash in PDF, donc utiliser Flash dans un PDF, la solution idéale. Est-ce qu'il y a une pire combinaison? Oui, apparemment Adobe va contribuer à du code pour Microsoft. Aussi un petit site amusant qui sont les excuses cybersécurité, où vous avez tout un tas d'excuses pour ne pas faire de la sécurité en entreprise que des gens ont entendu dans la vraie vie. Et c'est vraiment rigolo, je vous ai mis quelques extraits, c'est vraiment rigolo. Le site est ouvert à contribution. Oui, sûrement. Alors ça aussi c'est pas mal, si vous voulez rendre du code imbitable et ça marche, vous le codez en Unicode, et vous pouvez avoir du code en source. Haskell aussi. Haskell et Unicode. Vous pouvez avoir du code source vraiment sympa. Pour de l'audit de code, ça c'est pas mal. Et voilà. Donc la prochaine réunion, mardi 12 mai. Le prochain afterwork, ce sera un mercredi cette fois-ci, le 29 avril. Et nous aurons une présentation de Fast Responder de Sébastien Larigny.